Brothers and sisters, confrères et consoeurs, il me fait très plaisir de vous présenter notre prochaine conférencière. Naomi, c'est un trésor. Elle a l'influence partout au monde. Ses livres sont des best-sellers. Bien sûr, son premier livre, Le Logo, et je suis sûre que vous l'avez lu. Vous avez lu La stratégie du choc, son autre livre. Naomi, je crois que La stratégie du choc était encore meilleure que votre premier livre. On y décrit exactement comment, enfin, les grandes puissances ont manipulé différentes crises et catastrophes pour renforcer leur propre pouvoir et privilèges. Il y a quelques années, on avait eu Naomi comme conférencière invitée. Elle a été conférencière à plein d'événements du SCEP. Et c'est beau qu'elle soit là parmi nous pour nous aider à lancer notre nouveau syndicat. Si vous regardez dans les trousses, vous allez voir qu'on parle de la stratégie des chocs. On a pris de Naomi, enfin, beaucoup, sur les raisons pour lesquelles on a fondé Unifor. C'est exactement comme on a dit dans la stratégie des chocs. Il faut que nous, on ait notre propre stratégie des chocs. Une stratégie positive. Naomi travaille avec son partenaire Avi Lewis sur un autre livre, mais ils vont faire un film pour aller avec ce livre. On y va y parler du réchauffement de la planète et qu'est-ce qu'il faut faire pour y mettre fin. Et dans son prochain livre, et dans son film, j'espère que Naomi parlera d'emploi et de ce qu'on peut faire pour créer des millions d'emplois en investissant dans l'environnement. Naomi, merci d'avoir autant de passion, d'être le porte-parole pour l'espoir et de la justice au Canada et autour du monde. Ta présence démontre que Unifor sera un puissant syndicat social et dès le début. Ce que nous vous revendiquons pour nos membres, on le revendique pour tous les citoyens de la planète. Merci d'être venus, confrères et consoeurs. Je vous présente la consoeur Naomi Klein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jerry. Ça va? Vous êtes en forme? J'étais censée, enfin, vous parler hier soir et on m'a dit que j'avais le choix. Je pouvais, enfin, faire mon discours hier soir lorsque j'avais faim ou ce matin un peu magané. Alors, j'espère que je ne vais pas regretter mon choix. Je remercie tous mes amis au TCA, au SCEP, Dave Coles, Josh Coles, Jim Stanford, Ken Lowenze, et je remercie bien sûr Jerry et tous les membres du nouvel exécutif d'Unifor. Je suis tellement heureuse, c'est un grand honneur pour moi que d'être là à votre tout premier congrès. L'énergie qui s'est dégagée hier dans la salle lorsque Jerry a pris la parole, c'était contagieux, c'était fantastique. Et il y a tout l'espoir que ce nouveau syndicat suscite partout au pays. On a l'impression que ça pourrait être le début de la riposte qu'on attend depuis si longtemps, ce qui va expulser Harper et redonner le contrôle aux travailleurs et travailleuses du Canada. Alors, bienvenue au monde. Unifor. Les médias ont beaucoup parlé du fait que vous êtes un gros syndicat, le plus gros syndicat du secteur privé au Canada. On l'a dit je ne sais pas combien de fois. Et lorsqu'on s'attaque aux travailleurs et travailleuses du Canada, être gros, ça peut être utile. Mais être gros, c'est pas tout. C'est pas parce qu'on est gros qu'on gagne. On gagne lorsqu'on se sert de cette plateforme qu'on a créée pour réfléchir, rêver et revendiquer et surtout agir. Il faut agir pour changer la perception de ce qui est possible. Et être gros, d'après moi, c'est ça. Comme Jerry a dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle La stratégie des chocs. Ça fait quelques années déjà. Dans ce livre, je prétends que depuis 35 ans, les corporations et enfin les politiciens
ont profité de différents types de crises, surtout les crises économiques, mais aussi des catastrophes naturelles, des guerres, pour profiter de la peur qui régnait à ces moments-là pour faire avaler des politiques qu'on n'appuierait pas normalement. Des politiques qui remplissent les poches d'une petite élite, qui privatisent les biens publics et qui réduisent les dépenses publiques. Je suis entièrement d'accord avec Jerry pour dire que nous avons notre propre version de la stratégie des chocs. Mais on n'a pas besoin d'une stratégie des chocs. On n'a pas besoin d'une stratégie fondée sur les catastrophes. On a besoin d'avoir une approche collective. Il faut invoquer ces crises pour expliquer pourquoi on a ces crises, pourquoi. Enfin, ce genre de choses peut arriver. On a besoin de profiter de ces crises pour renforcer la démocratie. Jim Stanford et Fred Wilson vont faire une présentation sur la vision d'Unifor et les attaques dirigées contre les travailleurs et travailleuses du Canada. Là-dedans, il parle du fait que la crise économique qui a été déclenchée en 2008 par les banques est exploitée de manière systématique partout au monde pour s'attaquer aux personnes qui en ont été le moins responsables. On a vu ça en Grèce lorsqu'on a réduit de façon draconienne les salaires. Ave et moi, on a tourné en Grèce et on a vu l'impact que ça a sur la classe ouvrière. À Détroit, on a cette faillite inventée de toutes pièces. On s'en sert pour réduire les pensions, pour s'attaquer aux pensions. On voit ça ici au Canada, on s'attaque aux syndicats. C'est vous qu'on est en train de blâmer pour tous les échecs. C'est pas la peine de vous dire que cette stratégie existe, cette stratégie qui consiste à exploiter la peur pour que quelques-uns se remplissent la poche. Vous savez que ça existe, vous êtes en train de le vivre. Il faut parler plutôt de la riposte. Lorsque j'ai écrit mon livre, je pensais que le fait même de comprendre cette stratégie, juste de lui donner un nom, de la décrire, ça suffirait. On avait ce slogan. Lorsqu'on a lancé le livre, on a dit l'information, c'est ce qui vous permet de résister au choc, armez-vous. Mais je dois vous avouer quelque chose. J'avoue que j'avais tort. Le fait de savoir ce qui se passe, le fait de rejeter leur version, de dire aux politiciens et aux banquiers, c'est vous qui avez créé cette crise, pas nous, on n'est pas en faillite, c'est vous qui accaparez tout l'argent. Ça peut être vrai, mais ça suffit pas. Ça suffit pas lorsqu'on peut mobiliser, même pas lorsqu'on peut mobiliser des millions de personnes qui descendent dans la rue pour dire, nous, on va pas payer votre crise. C'est ce qu'on fait en Europe depuis des années, en Grèce, en Espagne, en Italie, en France, en Grande-Bretagne. C'est pas juste une manifestation de temps à autre. Il y a des personnes qui occupent des places publiques pendant des semaines. Nous avons occupé Wall Street, Bay Street et on a bien d'autres rues. Mais les attaques continuent. L'austérité continue. Ces mouvements qui ont émergé, il y en a qui ont duré. Mais il y en a qui commencent, qui nous remplissent d'espoir et ensuite ils meurent de leur propre mort, de leur belle mort, pardon. La raison est simple, c'est qu'on essaie de s'organiser dans la foulée de cette guerre qu'on mène depuis 30 ans contre la collectivité et les droits des travailleurs. Les jeunes qui sont dans la rue, qui sont descendus dans la rue, qui occupent ces places publiques, sont les enfants de cette guerre. Et cette guerre était tellement complète, tellement bien réussie que souvent ces mouvements sociaux n'ont pas de prise. Donc, il faut qu'on se retrouve dans un parc ou dans une place publique. Il faut aller là juste pour se rencontrer. Ou bien, vous avez des jeunes qui jettent des bases dans les écoles ou dans les universités. Mais c'est transitoire. Les élèves, les enfants quittent l'école. Ça ne dure que quelques années. Donc, ces mouvements sont vulnérables. Et c'est parce que ces mouvements sont transitoires l'État peut simplement les avoir à l'usure ou s'en débarrasser en ayant recours à la force brute, ce qui est arrivé bien trop souvent. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé Unifor. Vous avez promis de ranimer le syndicalisme social. Vous voulez bâtir pas juste un gros syndicat, mais tout un réseau vaste et musclé de mouvements sociaux. C'est ça qui a suscité tellement d'espoir. On veut que ça change, mais pour que
pour que ces changements se concrétisent, il faut qu'on s'aide les uns les autres. Il faut pouvoir mobiliser un grand nombre de personnes. Il faut avoir une véritable diversité. Il faut être prêt à courir des risques. Et il faut avoir de nouvelles méthodes de recrutement et un engagement très profond envers la démocratie. Et c'est ce qu'on a vu, enfin, dans le moment des indiqués à Wall Street. Ces mouvements ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre histoire du radicalisme, de vos institutions et votre capacité d'ancrer les mouvements pour que les mouvements ne disparaissent pas du jour au lendemain. On a besoin de vous comme domicile fixe, pour ainsi dire, pour qu'on ne puisse pas nous expulser la prochaine fois. On a besoin de votre capacité de recruter. Il faut qu'on puisse s'organiser, enfin, parmi les ruines du néolibéralisme. Il faut bâtir des structures solides parmi tout ce chaos. Il y a l'individualisme qui règne et il faut composer avec ça. Votre idée d'avoir des sections communautaires, c'est absolument brillant. Et on a hâte de voir où ça va nous mener. Il faut aussi se rappeler que vous n'avez pas à partir de la case zéro. Vous avez toute une histoire. Vous avez déjà travaillé là-dessus. Un groupe remarquable de personnes se sont réunis il y a un peu plus de 12 mois pour avoir l'Assemblée de Port Elgin. Ils ont produit un document qui s'appelle Making Waves, faire des vagues. Et je vous encourage à le lire. C'est un document extraordinaire. Et le message, c'est justement qu'on ne peut pas juste avoir des dirigeants qui se réunissent et qui décident d'avoir une coalition. Ça ne peut pas être pour la forme. Il faut que ça vienne de la base. Il faut que les membres soient pleinement engagés. Le recrutement doit être au cœur de tout ça. Et nous devons investir massivement dans l'éducation. L'éducation, enfin, à propos des raisons idéologiques et structurelles qui ont fait qu'on est rendu là où on est rendu aujourd'hui. Il faut partir de cette base. Il faut avoir des bases solides. Il faut parler aux gens individuellement, pas juste aux citoyens, aux médias, mais il faut que vous parliez à vos propres membres pour qu'on puisse vraiment, enfin, faire partir notre mouvement. Malgré le fait que le public a rejeté ces politiques d'austérité, enfin, comment ça se fait que, enfin, on n'a pas pu, enfin, remporter de grosses victoires contre la stratégie des chocs. La raison, c'est que même s'il y a enfin une résistance massive à ce genre de programme, il y a quelque chose qui nous empêche de rejeter carrément les doctrines néolibérales. Et ce qui nous empêche, c'est le fait qu'on ne pense pas vraiment qu'on puisse lutter contre. On pense qu'il n'y a rien à faire. Pour les gens de ma génération, pour les jeunes, enfin, la privatisation, la déréglementation et tout ça, les coupures, c'est tout ce qu'on sait. On n'a pas l'habitude de rêver. Tout ce qu'on a vu, c'est le démantèlement de tout ce qui a été bâti par la génération précédente. Tout ce qu'on sait faire, c'est se défendre. Et ce que j'ai compris, c'est que pour résister à la stratégie des chocs, on peut pas juste, enfin, rejeter leur récit. Il faut qu'on ait notre propre récit. Il faut qu'on raconte ce que c'est d'après nous le monde. On ne peut pas juste rejeter leurs mensonges. On a besoin d'avoir une vérité tellement puissante qui dissipe tous les mensonges. On ne peut pas juste rejeter leur projet de société. Il faut avoir le nôtre. On sait c'est quoi le projet de Stephen Harper. Il a une seule idée pour bâtir l'économie. Creuser plein de trous et installer plein de pipelines. On met le pétrole, le gaz dans les pipelines, on les mène aux bateaux, aux camions, aux wagons de chemin de fer. On l'envoie ailleurs pour qu'il soit raffiné et brûlé. Et c'est son idée unique, c'est ce qui fait, qui donne l'impression d'être un bon gérant de l'économie du pays alors que tout le reste est en train de dégringoler.
Et si c'est pour ça que le gouvernement tient tellement à accélérer la production de pétrole et de gaz, est-ce que si c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre à quiconque voudrait les empêcher? Enfin, c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement Harper a été prêt à sacrifier le secteur manufacturier. C'est pourquoi il s'est attaqué aux travailleurs et travailleuses et à la négociation collective. Il ne s'agit pas juste de l'extraction de ressources. À mon avis, Harper, c'est une version extrême d'une vision du monde axée sur l'extraction. Ce n'est plus ni moins le capitalisme, mais c'est une approche axée sur le fait d'extraire, de prendre sans redonner, de tout prendre comme s'il n'y avait pas de limite à ce qu'on peut prendre, pas de limite à ce que les travailleurs et travailleuses peuvent supporter physiquement, ce que la société peut supporter. Il n'y a pas comme s'il n'y avait pas de limite à ce que la planète peut supporter. C'est une mentalité qui est axée uniquement sur l'argent et les profits. D'après les gens qui pensent comme ça, enfin, la main-d'œuvre, c'est un produit comme un autre. C'est quelque chose qu'on extrait. On en retire le maximum, peu importe les conséquences pour la santé des travailleurs et travailleuses, les droits de la personne. Ce que ça coûte n'a aucune espèce d'importance. Et si ça ne marche pas, on a une seule solution. Faire plus, c'est faire plus vite. Et on est pris au piège parce que c'est axé sur la croissance. Il prétend que c'est axé sur la croissance. C'est une arme qu'on dirige contre nous. Si on veut démentir cela, il faut pouvoir raconter notre propre histoire. Moi, j'aimerais vous parler d'un tout autre récit. Un récit progressiste qui nous permettrait de lutter contre cette logique. Vous n'allez peut-être pas d'accord avec moi tout de suite, hein, ce ne sera peut-être pas évident, mais écoutez-moi. Notre modèle économique actuel, c'est un modèle où on fait la guerre aux services publics, aux travailleurs et travailleuses, aux mesures de sécurité sociale. On fait la guerre à la planète même, à la vie sur Terre. Je parle du changement climatique. C'est pas juste un enjeu parmi d'autres. C'est pas juste un autre problème dont on doit se préoccuper. C'est un message pour la civilisation. On a vu des inondations, des feux, des orages, des sécheresses. Tout ça devrait nous faire comprendre qu'on a besoin d'un nouveau modèle économique fondé sur la justice et la durabilité. C'est un modèle selon lequel, lorsqu'on prend, il faut aussi redonner, qu'il y a des limites au-delà desquelles on ne peut pas aller, des limites fermes, des limites réelles. Il ne suffit pas de creuser encore des trous pour aller chercher ces combustibles fossiles. Il faut plutôt comprendre qu'il y a un lien entre tout ça. Et on aurait dû faire ce virage hier, déjà, parce que il ne nous reste pas beaucoup de temps. On n'a pas le temps d'avoir une autre majorité Harper. Il faut qu'on fasse ce virage d'ici la fin de la décennie. Je sais que pour vous qui travaillez dans le secteur énergétique et dans d'autres secteurs, vous pouvez être mal à l'aise à parler du changement climatique. Et malgré les craintes qu'on peut avoir, les TCA et le CEP ont adopté toutes sortes de politiques visionnaires à propos des changements climatiques. Et c'est pas récent. Le CEP a lutté pour le protocole de Kyoto pendant les années 90 lorsque les homologues ne faisaient rien. Et les TCA ont encouragé les trois grands fabricants d'automobiles à aller au-delà des véhicules qui consomment beaucoup de carburant fossile. Dave Coles a été arrêté lorsqu'il a manifesté contre le pipeline Keystone XL. C'est un héros. Alors, vous avez fait des efforts, mais soyons honnêtes. Le changement climatique,
pas été vraiment la passion de vos membres. Moi, je ne suis pas du Greenpeace ou du Club Sierra. Moi, j'ai lutté plutôt pour les droits de la personne, les droits économiques, les droits des travailleurs et travailleuses, ici au Canada et à l'étranger. J'ai manifesté contre l'Organisation mondiale du commerce, contre les G20, contre le FMI, et on l'a fait à cause de l'impact du libre-échange sur les travailleurs et sur les droits de la personne. Les dauphins, ça ne me préoccupait pas tellement à ce point-là. Mais on comprenait l'impact, on pensait comprendre l'impact de l'ALENA sur la démocratie. On pensait comprendre, mais c'est pire qu'on avait imaginé. Le changement climatique, lorsqu'on va comprendre pleinement les retombées économiques et morales, c'est l'arme la plus puissante que les gens progressistes ont pour lutter, pour revendiquer la justice sociale et économique. Mais il faut d'abord cesser de fermer les yeux sur la crise climatique. C'est pas, enfin, ça ne veut pas dire faire comme la droite et nier son existence. C'est pas le déni. Mais c'est le fait de lire les manchettes et se dire qu'on va oublier ça parce que ça fait trop peur. Mais une fois qu'on cesse de se fermer les yeux dessus, une fois qu'on avoue que la révolution industrielle qui a fait que notre société est prospère a changé de façon radicale la vie sur la planète. La Banque mondiale, c'est guerre des communistes, dit que la planète va se réchauffer de 4 degrés pendant la vie de mon fils. Et l'Agence internationale de l'énergie dit que la Banque mondiale est trop optimiste et que si on continue comme d'habitude, ce serait plutôt 6 degrés de réchauffement pendant le siècle actuel, avec des retombées catastrophiques pour nous tous. Et c'est sous-estimer la chose. Parce qu'on a vu l'impact du réchauffement de la planète, enfin, qui est en ce moment à moins d'1 degré. On sait ce que ça donne. 97% de la nappe glaciaire de Groenland a fondu l'été dernier. Comme Bill McGibbon a dit, on a pris l'un des aspects les plus fantastiques de la planète et on l'a gâché. On n'a plus l'été, on a la saison des catastrophes. Moi, j'étais à Fort McMurray en juin et tout le contenu du musée de la ville flotte littéralement après les inondations. Je voulais faire interviewer les chefs des compagnies pétrolières à Calgary, mais il n'y avait plus personne dans leur bureau à cause des inondations. Même le NPD n'a eu le courage de dire c'est ça le visage du changement climatique, il va falloir qu'on se prépare. Parce que ça va continuer. Surtout si les compagnies pétrolières, si on les laisse faire tout ce qu'elles ont envie de faire. On dit toujours que c'est le problème de l'autre, c'est pas de notre faute, etc. Et les excuses sont en train, elles aussi, de se fondre. J'ai parlé à beaucoup d'amis de la gauche. Je leur ai demandé comment ça se fait qu'ils nient pas l'existence du changement climatique, mais ils s'en préoccupent pas tellement. Et ils me disent que s'ils comprenaient pleinement, s'ils disaient c'est le problème de tout le monde, c'est pas juste le problème des écologistes. Ils disent il faudrait que je cesse de faire tout le reste parce que c'est un problème tellement énorme que ça accapare tout. Et moi, je vous dis le contraire. Non seulement il ne faut pas laisser tomber tout ce qu'on fait, lutter contre l'austérité, contre les attaques, contre la collectivité, l'attaque contre les travailleurs et travailleuses, mais il faut lutter 2 fois plus fort parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre ces batailles. Parce que nous avons besoin de ces institutions publiques, on a besoin de ces emplois, on a besoin de cette solidarité sociale, aujourd'hui plus que jamais auparavant, avec les changements climatiques. Alors, il ne s'agit pas de laisser tomber quoi que ce soit, il faut plutôt comprendre que le changement climatique fait qu'il est encore plus, urgent de lutter. Et ça donne raison à la gauche, et tout ce qu'on revendique depuis des décennies. Les changements climatiques nous donnent les faits scientifiques qu'il nous faut pour
présenter nos arguments. On ne peut pas se permettre de perdre. Ça, enfin, ça nous donne raison lorsqu'on propose une vision, une nouvelle vision du monde. Moi, j'ai passé du temps avec les Américains d'extrême droite qui nient l'existence des changements climatiques. C'était les gars de l'extrême droite. Et ce qui est devenu clair, c'est qu'eux, ils comprennent mieux que nous ce que c'est que le changement climatique. Ils disent que c'est un complot socialiste, c'est un prétexte pour se débarrasser du libre-échange. C'est un prétexte pour avoir une économie planifiée. Et ils ont raison, ils ont tort en ce qui concerne les preuves scientifiques. 99% des scientifiques sont d'accord pour dire que les humains ont causé les changements climatiques. Mais ils ont raison pour ce qui est des retombées de tout ça. Si on écoute les scientifiques, il faut qu'on fasse tellement de choses qu'on voudrait faire de toute façon. Ça devient tellement plus urgent. La droite est tellement épouvantée par ça qui renie les preuves scientifiques. Mais où sont les gens de la gauche? Où sont les gens progressistes? Comment ça se fait que ce n'est pas le meilleur argument qu'on ait jamais pu invoquer? Alors voilà, ça c'est notre stratégie des chocs. L'environnement, c'est notre stratégie des chocs. Si vous croyez que le changement climatique est réel et que c'est urgent, et il faut vraiment se débarrasser du marché libre. J'aimerais vous expliquer ce que c'est qu'un véritable programme pour lutter contre le changement climatique. Et je ne parle pas de ce que proposent les groupes écologistes aux États-Unis. Eux, ils ont avalé l'idéologie néolibérale. Ils se disent qu'on peut, on peut régler la crise, en changeant nos ampoules. Eux, ils ont tout avalé ça, mais on ne peut pas laisser ça aux écolos. C'est trop important. J'ai dit qu'il faut ranimer le sphère publique. On a besoin de transports en commun, de métro, de tramway, etc. On a besoin de logements abordables tout au long de ces lignes. On a besoin d'énergie renouvelable. On a besoin de changer notre façon de traiter les ordures. Et on n'a pas juste besoin de structures vertes parce que, on a vu que ce qu'on a en ce moment ne suffit pas. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on se bat pour ranimer le secteur public. Mais pendant des dizaines d'années, on a réduit partout. On a vu les orages, on a vu les égouts qui ont débordé, on a vu les feux de brousse, on a vu les pompiers qui ne pouvaient pas vraiment lutter contre tous ces incendies, les ponts qui se sont effondrés. Alors, le changement climatique fait qu'on est au cœur de tout ça. Maintenant, on a des arguments qu'on peut invoquer. C'est pas exagéré que de dire que notre avenir en dépend. Il faut absolument qu'on gagne, sinon on n'a pas d'avenir. En renouvelant la sphère publique, on va créer des milliers d'emplois syndiqués, pas juste des tuyauteurs, des chaudronniers, etc. Il y a d'autres, il y a des secteurs de l'économie qui ne consomment pas beaucoup de carburants fossiles. Mais c'est à ces secteurs-là qu'on s'attaque le plus, parce qu'il s'agit d'emplois occupés par des femmes, des immigrants, des personnes de couleur. Ce sont les secteurs qu'il faut agrandir massivement. Il faut prendre ces emplois qui sont mal payés et en faire des emplois bien payés. Et vous le savez déjà, mais vous n'êtes peut-être pas conscient du fait que ça, c'est une politique climatique et vous pouvez profiter du fait que cette crise crée un sentiment d'urgence. Et on a vu ça avec les grèves et les travailleurs dans les restaurants, des restaurations rapides aux États-Unis. C'est incroyable, c'est une percée. Ces grèves aux États-Unis pourraient être la première révolte. Le début d'une campagne où on va lutter pour des salaires décents et des aliments décents.
Il ne s'agit pas de quelques emplois écolos pour la forme. Il s'agit d'une révolution, une vision qui nous permettra de guérir de tous les dégâts faits par le néolibéralisme au cours des 30 dernières années. Lorsqu'on vous parle de tout ça, enfin, on se demande tout de suite comment est-ce qu'on va faire pour payer tout ça. Parce que on est fauché, on nous le dit constamment, il n'y a plus d'argent. Mais si, enfin, les politiciens jugent qu'un dossier est suffisamment urgent, ils trouvent toujours l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut dire que la crise est urgente. Il faut profiter du sentiment d'urgence pour trouver l'argent. Il faut aller chercher l'argent là où il est, dans les coffres des compagnies pétrolières et dans les coffres des banques. Il faut qu'on mette la main sur leurs profits pour qu'on répare les dégâts qu'ils ont faits. C'est un concept très simple, un concept selon lequel c'est le pollueur qui paie. Nous n'allons pas obtenir cet argent en continuant d'extraire le pétrole. C'est le message qui est nul. Il suffit de creuser toujours et on vous en donnera une partie. La réalité, c'est qu'il faut procéder autrement. Les scientifiques nous le révèlent. Il faut garder 80% des réserves sous la terre pour pouvoir résister au réchauffement planétaire. Bon, je ne vais pas revenir sur les données scientifiques. Ça s'appelle la bulle du carbone. Ces entreprises ont 5 fois plus de carbone dans leurs réserves que ce que l'atmosphère peut tolérer et rester en deçà de 2 degrés. Alors, leur modèle commercial, c'est la guerre contre la vie humaine sur cette planète. Il nous faut donc creuser moins et garder davantage. Il faut garder davantage de leurs profits. Il y a différentes façons de s'y prendre. Il y a les taxes sur les hydrocarbures, il y a les redevances, ça c'est évident, des taxes sur les transactions financières dont on parle depuis toujours, accroître les impôts versés par les grandes sociétés, éliminer les échappatoires, éliminer les subventions, etc., etc. Mais une fois que l'on adopte certaines de ces politiques, eh bien, à ce moment-là, il ne suffit pas de creuser des trous dans le sol. Eh bien, le Centre de la politique alternative a fait une petite étude intéressante l'an dernier. Ils examinaient Gateway et Enbridge. Enbridge a mis 5 millions de dollars sur la table et quelques milliers d'emplois et dire voilà notre plan économique. Eh bien, le centre, donc, a fait quelques calculs. Si vous dépensez autant d'argent sur le pipeline, vous obtenez des emplois à court terme et là, vous êtes à créer des coûts pour les contribuables. Vous savez, ces entreprises font bien les choses. Ils privatisent les profits et ils demandent aux contribuables d'assumer leurs coûts, les coûts de déversement, les coûts du changement climatique. Donc ça, ce serait une voie empruntée. Si vous dépensez l'argent sur le transport public, alors que vous êtes à réaménager l'énergie renouvelable, vous obtenez au minimum 3 fois plus d'emplois. Et on pourrait même aller chercher 36 fois plus d'emplois. Alors, il y a une façon de faire les choses qui est plus logique, sauf que il n'y a pas seulement Enbridge qui mettait 5 millions de dollars sur la table, c'est pas Harper qui en faisait autant pour la transition aux milieux ruraux. Ainsi, je m'inclus dans la catégorie parce que je suis très impliquée dans la lutte contre les pipelines. Je pense qu'on n'a pas assez fait de bon travail pour dire non à ces projets, tout en disant oui, mais avec une solution de rechange, à savoir comment on va aller chercher autant d'argent. Et Marc a calculé s'il y avait une modeste taxe sur les hydrocarbures, 10 $ la tonne, eh bien, nous pourrions aller chercher, incroyable, 5 milliards de dollars. Mais pas seulement une fois, mais à chaque année. Ainsi, nous pourrions mettre à profit cet argent pour assurer la transition verte. Bon, c'est le gros bon sens sur le papier, mais dans la réalité, ce à quoi on fait face, c'est l'idéologie des néolibéralistes. Comme quoi les gouvernements, ils doivent laisser la place au libre marché, à la libre concurrence, laisser les investisseurs prendre toute la place. Eh bien, on voit très bien ce que ça a donné, tout ça. Un très bel exemple de cela, il ne faut pas le perdre de vue, il y a plus de 10 ans, British Petroleum a annoncé un changement de raison sociale, c'est-à-dire BP, Beyond Petroleum, ont changé leur logo, c'était devenu un petit soleil. Ils ont dit qu'ils allaient prendre leur profit de ces combustibles fossiles et investir ça dans l'énergie dite verte.
propre et ils ont fait quelques investissements dans les énergies renouvelables pendant un moment, puis ils ont décidé, oh, ça vaut pas la peine. Ils sont donc revenus à ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire extraire non seulement les combustibles fossiles, mais les combustibles les plus sales. Ils ont renoncé à l'énergie éolienne. Le fait est qu'on ne peut pas laisser ça entre les mains du marché parce que les grandes entreprises, tout ce qu'elles savent faire, c'est optimiser les profits pour leurs actionnaires. En d'autres mots, il faut que ce soit géré par l'État, de nouvelles sociétés d'État. Il faut investir dans l'infrastructure. Il faut décentraliser le système. Il faut que ce soit géré par la démocratie. Il faut que ce soit exploité dans l'intérêt du grand public. On appelle ça la démocratie énergétique. John Sweeney, qui est de l'Institut à Cornell, est le plus grand visionnaire. Il est des vôtres aujourd'hui et il travaille avec de merveilleux syndicats, y compris de la CEP, à savoir qu'est-ce que c'est le programme de la démocratie énergétique. Je dois vous dire que ça m'emballe. Il est grand temps que l'on en parle à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Comme vous le savez tous, il y a eu quelques tentatives modestes de la part des gouvernements provinciaux pour jouer un rôle un peu plus prépondérant pour assurer la transition verte, pour dire non vis-à-vis l'énergie dite sale. Et ce que l'on commence à voir, c'est un peu perturbant, je ne vous le cache pas. Pendant les provinces où les gouvernements ont pris les mesures les plus éclairées, eh bien voilà, ils se livrent à une guerre commerciale. Et voilà qui m'amène au dernier volet d'un programme qui est progressiste, c'est-à-dire qu'il est temps de s'éliminer de ces ententes de libre-échange une fois pour toutes. Et on ne peut pas en signer de nouvelles, laissez-moi vous dire. Bon, vous n'en êtes pas à votre première lutte. Ça fait des décennies. Les TCA ont joué un rôle de premier plan pour lutter contre la toute première entente du libre-échange avec les États-Unis dans les années 80. Et les TCA se sont battus et on comprend pourquoi, parce que c'était la course vers le bas pour les travailleuses et les travailleurs, parce que nous comprenons que c'est là une taxe sur notre démocratie, c'est-à-dire notre aptitude à décider de nos propres lois, dans nos propres intérêts. Et ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'on avait parfaitement raison. On était bien loin de s'en douter, mais on avait parfaitement raison. Cette logique du libre-échange nous empêche de porter les changements qu'il nous faut pour réduire nos émissions face à la menace du réchauffement climatique. Bon, l'Ontario et son programme, c'est le gros bon sens, renferme une disposition portant sur l'énergie solaire. Et ça, c'est assurer des emplois et des avantages économiques pour les collectivités locales. Eh bien, voilà le principe de la transition équitable. L'organisme de l'OMC a dit que c'était illégal. La coalition, bien sûr, réagit, mais davantage de politiques écolos vont devoir faire face à ces contestations corporatives parce que nous avons signé ces ententes. Un autre exemple, le Québec a interdit le frackage. Voilà qui est brave de la part du Québec. Et 2 gouvernements successifs ont maintenu la position du Québec. Sauf que là, on a une entreprise de forage américaine. Bon, elle se trouve au Canada, mais enfin, sa société mère est américaine, compte poursuivre le Canada, aller chercher 250 millions de dollars au terme du chapitre 11 de l'ALENA, comme quoi cette interdiction sur le frackage, eh bien, vient empiéter sur ses droits de miner pour le pétrole et le gaz naturel sous le Saint-Laurent. On aurait dû s'y attendre. Une instance de l'OMC a dit il y a environ 10 ans, comme quoi l'Organisme mondial du commerce conteste toute mesure visant à réduire les émissions sur les gaz de serre. En d'autres mots, c'est fou, là, ils sont fous malades, hein. Ils pensent que le commerce doit avoir raison sur la santé de la planète. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est mou du fou. Eh bien, il y avait de nombreuses raisons de lutter contre le libre-échange dans le passé. Mais là, nous sommes convaincus que ce sera l'argument qui nous permettra d'avoir raison d'eux.
on ne saurait attendre que les gouvernements nous donnent la permission pour assurer cette transition. Les gouvernements ont déjà pris position. Il nous faut, nous, les mener, ces luttes. Alors que nous sommes à les mener, il nous faut mettre au point des sites de démonstration. Et si on ne croit pas à ces solutions de rechange, c'est parce qu'il y a tout plein de gens qui n'ont jamais vu ça de leur vivant. Donc, il est temps qu'on leur en mette plein la vue. Ainsi, la prochaine fois qu'il y aura la fermeture d'une usine, et puis bien sûr, on sait qu'il y en aura d'autres, et si cette usine fait des tracteurs, des automobiles, des avions, si on leur interdisait de le faire, si on faisait ce que les travailleurs de l'Argentine, de la Grèce, de Chicago, et s'ils font, c'est-à-dire occuper les lieux, s'installer dans ces usines pour les empêcher de les fermer. Vous savez, lorsque les trois grands ont menacé de faire la faillite, l'Argentine a dit, bon, il faut insister pour que les ressources des entreprises et des gouvernements soient consacrées à bâtir la nouvelle économie dont nous avons besoin maintenant. Qu'il s'agisse des trains électriques ou des moulins à vent, il faudrait transformer ces usines qui veulent fermer entre une lueur d'espoir pour les étudiants, pour les militants sociaux qui veulent abolir la pauvreté, les écolos, les Premières Nations. Voilà ce que nous devrions faire. Le changement climatique, ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas une menace. Ne menace pas vos emplois, nous menace tous, mais c'est aussi un outil dont vous devriez vous servir. Demandez ce qui semblerait être l'impossible. Tout ce qu'il nous faut, c'est le pouvoir politique pour la cristalliser, cette vision. Et si nous sommes fidèles à notre vision, comme quoi nos demandes sont morales, eh bien, nous allons changer le ton de la conversation. Nous allons échapper à la structure actuelle. On nous demande d'accepter moins, de demander moins, et on se retrouve donc dans une conversation à savoir quel genre de personnes sommes-nous, quel est le monde dans lequel on veut vivre, qu'est-ce que l'on veut laisser à nos enfants. Il faut acculer Stephen Harper au pied du mur. À nous de le tenir responsable de l'idéologie fatale qu'il nous sert, alors qu'il est à se cacher derrière son masque. C'est comme ça qu'il va falloir procéder pour que le vent tourne au pays. Si Unifor devient la voix d'une vision autre qui offre des solutions aux attaques dirigées contre les travailleurs, contre la planète, eh bien, vous n'aurez pas à vous inquiéter de la pertinence du mouvement syndical. Je peux vous l'assurer. Vous serez bon premier à vous battre pour l'avenir du pays et de la planète, et tous vont emboîter le pas. Eh bien, je crois que pour y arriver, il vous faut approfondir vos alliances avec les Premières Nations et qui ont le droit constitutionnel à leur terre et à leurs ressources. Et en fait, le principal obstacle qui s'élève à Harper et sa vision du Canada, comme quoi c'est une machine d'extraction et d'exportation sans plus. Il voudrait faire de ce pays un pays à sacrifier. Et Thomas Mueller, qui est en tête du peloton, pour que nous ayons un modèle un peu plus sain dans les sables bitumineux. Il dit, imaginez un peu si les travailleurs et les Premières Nations devaient s'épauler et créer une coalition. Ceux qui sont les propriétaires de ces terres, les vrais propriétaires, et ceux qui sont à exploiter ces mines, eh bien, alors qu'ils sont à insister pour un modèle, eh bien là, les conservateurs de Harper ne sauraient vraiment pas quoi faire. Ils seraient vraiment déroutés. C'est ça le pouvoir. Eh bien, il s'agit là d'alliances stratégiques. Les Premières Nations ont les droits légaux, vous avez la force de frappe humaine, mais ça va plus loin encore. Il nous faut, comme je l'ai dit, il nous faut un nouveau récit, un récit autre, pour pouvoir contrer le récit de Harper, c'est-à-dire l'extraction sans limite. Il nous faut tirer leçon de la vision du monde des Autochtones, comme quoi il ne suffit pas de prendre, sans jamais donner, réinvestir. Pensez un peu aux générations à venir, aux 7 générations à venir, comme quoi nous sommes tous interdépendants, alors que nous sommes à les établir, ces coalitions. Je crois qu'il nous faut identifier les menaces qui pèsent sur nous
et qui nous disent il ne suffit pas de faire le lien entre nos différentes luttes, mais de comprendre que finalement, toutes ces petites luttes sont une seule grande lutte. Pour finir, permettez-moi de vous dire, parce que je crois que ça peut vous être utile, alors que nous sommes là à les mener, toutes ces petites luttes, il faut comprendre ce à quoi on fait face et ce que l'on pourrait devenir. Et ainsi, par moments, on se sent impuissant. Je réfléchissais à ça alors que j'étais dans les sables bitumineux il y a quelques mois. Et vous, qui travaillez dans le domaine de l'extraction, les entreprises d'extraction minière reprennent ce mot. C'est en fait couvrir les dépôts de minéraux. Vous savez, ces entreprises ont une drôle de définition du gaspillage. Bon, ce sont les forêts, c'est le sol arable, les pierres, enfin tout ce qui est en fait les empêche d'arriver à l'or, au cuivre, au bitumen qu'ils veulent extraire. C'est en fait ce qui les empêche de faire de l'argent. Ainsi, ce qui les empêche de faire de l'argent, finalement, c'est sans importance. Ils veulent s'en débarrasser. Alors, ils sont empilés des tas de terre. Et là, je me suis dit, c'est pas seulement la forêt boréale qui est sacrifiée, là. De plus en plus, nous sommes sacrifiés. C'est certainement comme ça que le gouvernement Harper voit les choses. Les syndicats sont de trop. Il faut les éliminer. Parce qu'on lutte contre la cupidité. Les écolos, bien sûr, pour des raisons évidentes. Les Autochtones aussi, parce qu'ils ont les droits à la propriété. Les scientifiques aussi, parce que leurs recherches confirment le réchauffement planétaire. La démocratie, c'est trop aussi qu'il s'agisse des droits des citoyens à participer aux audiences lors des évaluations environnementales ou encore le droit du Parlement de se réunir pour décider de l'avenir du pays. Voilà qui gêne Harper. C'est en fait le monde qui est le nôtre depuis la déréglementation du capitalisme. Nous sommes tous là de trop. Eh bien, oui, de trop, mais ça peut se vouloir dire, voilà, notre fardeau est trop lourd. Et c'est-à-dire qu'on est allé au-delà des limites de ce qui est tolérable. Et selon moi, c'est une belle description de la situation actuelle. Notre infrastructure s'effrite. Nos travailleurs sont incapables de réagir parce que les travailleurs sont devenus des machines, sans plus. Nos rues, nos abris, sont de trop. L'atmosphère aussi est surchargée par les émissions de gaz. Et c'est dans ce contexte que l'on entend trop, c'est trop, et ce de toutes parts. Assez, il faut faire autre chose. Nous l'avons entendu cette semaine par ce restaurateur de bouffe rapide à Milwaukee qui tenait un panneau qui dit, voilà, moi je vaux plus que cela. Et c'est ainsi qu'il a lancé le débat de l'inégalité aux États-Unis. Nous l'avons entendu des étudiants du Québec, ces courageux qui ont dit non, on n'acceptera pas une hausse des frais de scolarité. Voilà qui a délogé le gouvernement du jour et qui a lancé un débat national sur le droit à une éducation sans entrave. Nous l'avons entendu de ces 4 femmes qui ont dit non à Harper et ses attaques contre les protections environnementales et les droits autochtones par le biais du mouvement non à l'immobilisme. Et la planète elle-même parle haut et fort. Elle réagit comme seule elle peut réagir. Regardez autour de vous. La vie essaie de reprendre la place. Nous commençons à comprendre que non seulement en avons-nous assez, mais finalement qu'il y a assez pour nous tous, pour citer Evo Morales. Il y a assez sur cette terre pour que nous puissions tous bien vivre, mais pas que certains vivent mieux que d'autres, et ce au détriment des autres. Pour finir, permettez-moi de vous lire l'article 2 de vos nouveaux statuts. Je pense que vous l'avez déjà entendu, mais il y a lieu de le répéter. Notre objectif, c'est la transformation, de réaffirmer les intérêts communs par opposition aux intérêts privés. Notre but, c'est de changer nos milieux de travail et notre monde. Notre vision est probante. Nous voulons changer du tout au tout l'économie. Nous voulons donner
la première place à l'égalité, la justice sociale, renouveler la démocratie et assurer un avenir viable du point de vue économique. Voilà, c'est une culture syndicale, c'est un engagement de travailler avec d'autres groupes progressistes au Canada et à l'étranger, consoeurs et confrères. La seule chose que je voudrais ajouter, eh bien, il faut prêter le geste au propos, car nous avons vraiment besoin que vous passiez à l'action. L'heure est à l'action. Merci.